Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Pourquoi la polémique sur le dessert des tirailleurs? Quelle est la lame de fond de cette question? La polémique autour des propos de Idriss Seck et la réaction des confréries religieuses, quelle lecture en faire? Le contrat de partage des ressources pétrolières entre le Sénégal et la Mauritanie, quels enjeux? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue-Ménage reçoit ce dimanche 3 juin 2018 Jacques Habib-Sy, analyste politique, et Abdelaziz Diop, conseiller spécial à la présidence. Remue-Ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Dimanche 3 juin 2018, bienvenue à tous et merci encore de votre fidélité. Nous sommes avec Abdelaziz Diop, analyste politique, conseiller spécial à le président de la République chargé des organisations de la société civile, et Jacques Habib-Sy, analyste politique, membre de la société civile. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Une boutade selon le service de communication de la présidence, une bourde selon l'opposition et une partie de la société civile. En parlant des rapports entre la France et le Sénégal, le président Macky Sall a déclaré que les tirailleurs sénégalais étaient respectés. Dans leur camp, la France leur servait du dessert. Alors, ce fameux dessert a soulevé un grand tollé et semble réveiller une douloureuse page de l'histoire du Sénégal. Jacques Habib-Sy, certaines personnes semblent peu goûter au dessert présidentiel. Pourquoi? Parce que simplement, ça a soulevé des souvenirs très douloureux. La colonisation, il n'y a pas si longtemps. On est à peu près un demi-siècle de la colonisation. Donc, les souvenirs sont encore très vifs, surtout pour des gens de notre génération qui sommes nés au moment de la guerre et qui avons eu à subir tous les inconvénients que l'on sait liés à la colonisation, que ce soit dans le système scolaire ou à travers nos parents, toutes les misères qu'on leur faisait. En ce qui concerne leurs avancements administratifs, etc. Je crois que ce n'est pas le lieu ici de faire, disons, le procès de la colonisation. Ça a été fait. Ce seraient des portes largement ouvertes. Mais pour le cas qui nous préoccupe, je suis heureux d'en discuter avec Abdelaziz Diop, qui est un vieil ami avec qui nous avons eu à travailler ensemble en très bonne harmonie dans le cadre de la société civile. Et je pense que un dialogue sincère, un dialogue ouvert peut certainement s'instaurer entre des membres de la société civile, des membres de la présidence de la République qui pourraient, disons, édifier le peuple sénégalais sur véritablement les enjeux liés à ce que j'appelle un faux pas verbal. Pour moi, c'est un faux pas verbal parce que lorsqu'on regarde la question d'un point de vue historique, factuel, on ne sache pas qu'il y ait eu ce genre, disons, de traitement. Oui, de traitement, de faveur, en faveur de ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Le terme sénégalais doit être revu ici. Il ne s'agissait pas seulement, comme on le sait, de sénégalais. C'est un terme générique. C'est un terme générique. Holistique. Il y avait des Tchadiens, des Maliens, etc. Holistique. Donc, cela touche en même temps beaucoup de gens. Et on l'a vu dans les réseaux sociaux, on l'a vu dans les journaux d'autres pays. Et on l'a vu même dans les organes de presse de l'ancienne puissance colonisatrice qui étaient très étonnés par cette sortie que je jugerais malheureuse du président de la République. Je crois que j'aurais été
beaucoup plus... Tout le monde, d'ailleurs, aurait été plus à l'aise si le président revenait sur cette question-là en disant que vraiment, il n'avait pas l'intention, n'est-ce pas, de penser une seule seconde que les colonisateurs ont fait du bien, n'est-ce pas, et ont réservé un traitement de faveur aux Sénégalais. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Et du reste, ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'il nous montre comme étant un panafricaniste, quelqu'un qui se soucie beaucoup de l'unité africaine et qui travaille dans ce sens-là. Je crois qu'il faut simplement qu'il revienne sur ça et puis ça mettrait tout le monde à l'aise et ça mettrait les Sénégalais à l'aise avec leurs compatriotes, avec le reste, n'est-ce pas, des Africains et de la diaspora. Il y a la diaspora également a réagi, la diaspora noire américaine, africaine, etc. Tout le monde s'est étonné vraiment de tels propos. Abdoulaziz Diop, pourquoi ce dessert est si amer aujourd'hui? Très bien. Je commence par là où Jacques Habib a terminé, que je salue également au passage, en saluant tous vos auditeurs et vos auditrices de la RFM qui nous font l'amabilité de nous écouter. Nous ne méritons pas d'être écoutés, mais la démocratie est ainsi. Chacun a voix au chapitre. Je commence par là où il a terminé en disant que les Sénégalais se sentiraient plus à l'aise avec leurs amis africains, tchadiens, béninois, ivoiriens, etc., etc. Les Sénégalais sont tout le temps, et jusqu'à l'instant où nous parlons en parfaite intelligence, avec tous les Africains, en particulier ceux d'Afrique au sud du Sahara. Donc le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème se pose plutôt en termes d'humilité. Il faut que nous apprenions, quels que soient par ailleurs nos niveaux, quels que soient nos diplômes, quelles que soient nos origines, nos appartenances, ce dont nous nous réclamons, nos représentations, que nous fassions preuve d'humilité. Pourquoi je le dis? Je le dis et je vais montrer pourquoi le président Macky Sall ne retirera pas sa parole, ce qu'il a dit. Et que ce qu'il a dit ne mérite, il n'y a pas un chat à fouetter dans ce qu'il a dit. Je vais en administrer la démonstration. Vous savez, il y a un pays d'Amérique du Sud qui s'appelle l'Argentine, qui va au mondial. Le mondial nous permet d'en parler déjà. C'est l'un des rares pays d'Amérique du Sud que l'on considère très peu métissé. Il est rare que vous voyez, je pense pratiquement pas d'ailleurs, un joueur argentin de race noire ou métissé dans l'équipe nationale d'Argentine. Parce que c'est l'un des rares pays d'Amérique du Sud relativement qui a l'air de ne pas être aussi métissé que les autres. Et pourtant, ce pays a un écrivain majeur disparu aujourd'hui qui s'appelle, un romancier majeur disparu qui s'appelle Ernesto Sabato, qui a fait dans le monde diplomatique de 1991 un article mémorable. Qu'est-ce que l'identité d'une nation? Et Sabato disait ceci à propos de l'histoire. À propos de l'histoire, Sabato disait quelque chose qui me semble fondamental et qui nous incite à l'humilité. Sabato disait « L'histoire est faite d'affirmations fallacieuses, de sophismes et d'oubli. Y a-t-il un seul homme sur cette planète Terre qui peut prétendre connaître toute l'histoire et ne pas n'avoir quelqu'un qui peut prétendre n'avoir rien oublié d'une histoire, y compris de l'histoire coloniale ?» Sabato va plus loin. C'est très intéressant à écouter. Rien de ce qui rapporte aux hommes n'est essentiellement pur. Tout se présente invariablement mêlé, complexe, impur. La pureté n'existe qu'au royaume platonicien des objets idéaux. Si vous voulez chercher l'exactitude ou la pureté, vous irez la chercher dans le royaume platonicien des objets idéaux. Je parle devant un PhD, un membre de la société civile de haut niveau, journaliste et écrivain, talentueux. La pureté, l'exactitude en histoire n'existe qu'au royaume platonicien des objets idéaux. Triangle, rectangle, logarithme. C'est cela qui est pur. Je continue toujours dans la même lancée, dans ma démonstration. Si nous reculions dans le temps, nulle part nous ne saurions nous arrêter dans la recherche de cette identité illusoire, de cette exactitude illusoire. Acceptons donc l'histoire telle qu'elle est, toujours sale et entremêlée, et ne courons pas après les prétendues identités, c'est-à-dire les prétendues exactitudes. Voilà l'humilité que requiert toute lecture de l'histoire. C'est la raison pour laquelle il n'y a personne au monde
qui peut dire que ce que le président Macky Sall a dit à propos du tirailleur sénégalais n'est pas vrai. Dès lors que l'histoire est faite d'affirmations fallacieuses, d'oubli et donc d'omission. Donc c'est à cette humilité que j'appelle celles et ceux qui épiloguent, qui glosent indéfiniment sur ce détail-là. Cela dit, lorsqu'il y a une prise de parole c'est un tout. Le président Macky Sall a également, dans sa prise de parole, dit quelque chose qui me semble fondamental. Il a dit que nous avons connu la révolution au Sénégal, avant la révolution française. C'est la fameuse révolution Torodo, avec Souleymane Baal. Mais à partir de cet instant, il ne fait aucun doute que le président Macky Sall est forcément bien intentionné, qu'il n'y a pas eu d'incident du tout, et que cette façon d'aborder le sujet, de l'amplifier, d'attaquer, révèle tout simplement un manque d'humilité. Le problème fondamental auquel nous sommes confrontés, je le répète, parce que la répétition est pédagogique, quelles que soient par ailleurs nos origines, nos formations, nos appartenances, nos représentations, faisons preuve d'humilité, l'histoire étant, tout ce qui se rapportant aux hommes étant sale et entremêlé. Est-ce qu'aujourd'hui, si cette histoire aujourd'hui a été portée en épingle, c'est pas parce que ce que a laissé la colonisation dans les mémoires collectives, et ensuite de plus en plus on remarque une jeunesse africaine de plus en plus en défiance vis-à-vis des autorités établies, vis-à-vis des puissances étrangères? Ça va plus loin que ça. Je crois qu'en ce qui concerne Macky Sall, il est perçu comme étant un pion majeur de ce qu'on appelait la France-Afrique. Lui et puis l'autre chef d'État, pour ne pas le nommer, qui est dans la sous-région. C'est devenu un axe, presque, disent certains analystes, du mal. Un mal qui serait fait en direction des peuples africains. Ici, celui qui devrait faire preuve d'humilité, c'est bien le président Macky Sall. On sait qu'il n'est pas un homme qui lit beaucoup, qui est dans les lettres, qui serait comme Léopold Sédar Senghor ou même à la limite Abdou Diouf. On sait aussi que ce n'est pas un historien. On a dit dans la presse qu'il aurait pris cette fable du professeur Iba Der Thiam. Je mets cela au conditionnel parce que je n'ai pas pu parler avant de venir à cette émission au professeur Iba Der Thiam, que je salue au passage. Mais sachant que c'est un éminent historien, l'un des plus éminents que nous ayons, je suis sûr que ce n'est pas de cette façon-là qu'il aurait pu analyser les rapports entre la France et le Sénégal, et en particulier les tirailleurs sénégalais. Rappelons-le, et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce brouhaha, ils ont été froidement exécutés, ces tirailleurs sénégalais. Au camp de Thiaroye. Au camp de Thiaroye. Donc, ça a laissé une mémoire écorchée, véritablement, une blessure très profonde. Donc, je crois qu'il ne sert à rien d'épiloguer et de justifier cela. Il y a des choses, lorsqu'elles ne sont pas justifiables, on devrait se garder de les justifier. Du point de vue de l'histoire, du point de vue du respect dû aux peuples qui ont versé leur sang. Il y a eu beaucoup de sang versé. Et puis, au-delà de ce sang versé pour la lutte anticoloniale, il faut penser que chacun des résistants africains, sénégalais en particulier, dans les années 1880, etc., ont été liquidés un par la soldatesque française, la soldatesque coloniale. Donc, je crois que beaucoup de sang a été versé. Il faut apaiser le jeu. Et si on peut demander pardon, demander pardon. Maintenant, en ce qui concerne l'autre problème que vous soulevez, est-ce qu'il y a une doctrine du Sénégal? Une défiance des jeunes africains de plus en plus vers les pouvoirs établis, des contestations qui est sourde. Ce qu'on note dans les campus, véritablement, nous tous qui fréquentons les campus universitaires, nous savons qu'il y a une écrasante majorité de jeunes qui souffrent dans la nature des rapports extrêmement escamotés entre la France et le Sénégal. On n'a pas du tout aimé Macron quand il est allé devant des milliers d'étudiants à Ouagadougou. Et ce qui s'est passé, vous le savez, la façon dont il a manqué de respect à un président de la République en face de son peuple.
Mais on ne discute pas de cela, nous discutons du Sénégal. C'est ici, au Sénégal, qu'il y a eu ce Sarkozy, qui aujourd'hui est traîné devant les tribunaux, qui est accusé de corruption en plus, et d'autres choses, et qui est venu, qui a eu le culot de dire au Sénégalais, que nous n'étions pas assez entrés dans l'histoire en tant qu'Africains. C'est ici au Sénégal. Je crois qu'ailleurs, il aurait pu être lynché. Oui. Est-ce que justement, il n'y a pas eu un décalage entre les autorités qui incarnent le pays et cette jeunesse qui de plus en plus prend de la défiance vis-à-vis des puissances étrangères, estimant qu'elle, cette jeunesse, elle était à l'école, elle comprend maintenant les enjeux, elle estime qu'il y a une sorte de mainmise de puissances étrangères sur notre économie? Je répète, et je vais répondre à votre question parce qu'elle est bonne. Je répète, il n'y aura pas d'excuses, il n'y a pas de regrets. Je répète, le romancier argentin Ernesto Sabato, l'histoire est faite d'affirmations fallacieuses, de sophismes et d'oubli. Celui qui prétend n'avoir rien oublié d'une histoire est le meilleur d'entre nous. Je n'en fais pas partie, le président Macky Sall n'en fait pas partie non plus. Lui non plus, Jacques Abussi n'en fait pas partie. Maintenant, pour ce qui est du sang versé, je le renvoie au livre, au tome 1 de la série, que le président Macky Sall va publier dans le courant de l'année 2018. Le tome 1 est intitulé « Institutions, gouvernance, paix, sécurité et développement ». Comment les institutions, la gouvernance, la paix et la sécurité ont une incidence sur notre développement. Je le renvoie à cela. Je le renvoie à ce livre pour une raison très simple. Si j'étais venu avec un exemplaire, je le lui aurais offert. Peut-être que je lui offrirai un exemplaire. De toutes les façons, le livre est aujourd'hui dans toutes les librairies du Sénégal. Je dis bien du Sénégal parce que l'agent de distribution de presse est chargé de ventiler le livre partout au Sénégal. Et ma question sur la défiance. Je termine. Je le renvoie au livre où il se rendra compte de ce que le président Macky Sall dit exactement sur les tirailleurs en général et sur les tirailleurs sénégalais, sur les Sénégalais qui ont été abattus au camp de Tchoraï en 1944. C'est très important. Souvent, ceux qui épiloguent sur Macky Sall, le président de la République, se sont très rarement imprégnés de son discours officiel et ont très rarement confronté son discours officiel avec son action à la tête de l'État. Je les renvoie à ce tome et au tome suivant que le président va publier. Cela dit, s'agissant du divorce qu'il y aurait entre la jeunesse et les pouvoirs en place en Afrique, en particulier au Sénégal, vous savez le grand crime que nous commettons souvent, qu'on soit journaliste, qu'on soit intellectuel, qu'on soit leader d'opinion, c'est souvent de dissuader la jeunesse à lire les ouvrages qui sont publiés. Je recommande à la jeunesse sénégalaise, aux étudiants et aux élèves de lire les tomes que le président Macky Sall va publier dans le courant de 2018, parce que cela leur permettra de s'imprégner de sa véritable doctrine sur différentes thématiques et davantage se rapprocher de lui, parce qu'ils se reconnaîtront dans le personnage à bien des égards. Et c'est le rapport que la jeunesse fait au pouvoir public de privilégier les puissances étrangères qui ont la main mise sur nos économies. Je donne un exemple concret. Et je suis désolé que Ndonga Demba Sylla, qui est un économiste, un brillant économiste sénégalais, mais il n'est pas là, Nogo. Non. Je pense qu'on peut aller rapidement sur la question. Je réponds à votre question. Vous savez, je ne répondrai pas à votre question en noir et blanc. Je répondrai à votre question en couleur. Tout simplement parce que il faut que ceux qui nous écoutent comprennent quel est l'argument, quels sont nos arguments pour battre en brèche souvent ce qui se dit et qui est totalement faux. En conclusion de sa contribution à l'ouvrage public intitulé « À qui profite le franc CFA ?» Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA? Les éditions de la dispute 2016 Paris. Ndonga Demba Sylla rédige le chapitre 7 du livre. Émerger avec le franc CFA ou émerger du franc CFA. Et voilà ce qu'il dit en conclusion, très rapidement. En 70 ans d'existence, le seul bénéfice tangible du franc CFA a été une inflation beaucoup moins forte que pour le reste. Quelles sont les contreparties qu'il considère exorbitantes? Perte ou perte de souveraineté démocratique, sous-emploi, chômage, pauvreté, spéculation, spécialisation primaire, instabilité politique, économique et sociale chronique. Ainsi conclut-il son papier sur des accointances qu'il y aurait entre la zone franc
et la France, et le Sénégal faisant partie de la zone franc, entre donc le Sénégal et la France, et entre le président Macky Sall et la France. Sa conclusion, puisqu'il conclut sur une perte de souveraineté démocratique, il conclut sur un sous-emploi, le chômage, la pauvreté, la spécialisation primaire et l'instabilité politique, économique, sociale et chronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il revoie sa copie sur le cas spécifique du Sénégal. Parce qu'aucun des contreparties qu'il considère exorbitantes ne concerne le Sénégal. Ça veut dire que vous ne pouvez pas jeter un coup d'œil sur le franc CFA, sur les rapports entre la France et le Sénégal, en oubliant que le Sénégal a une spécificité dans ses relations particulières avec la France. Et que, je termine, et que je dis ceci pour terminer, que le Sénégal ne peut en aucun cas, depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, en passant par Abdoulaye Wade et Diouf, être considéré comme un pion de la France-Afrique. C'est simplement une vue de l'esprit. Maintenant, là où je vais conclure et qui me semble très important, vous savez, Jacques Habib Sy est un membre de la société civile. Mais il fait preuve d'irresponsabilité lorsqu'il veut s'en prendre à des intérêts étrangers, sans prendre en considération les Sénégalaises et les Sénégalais partenaires du capital étranger qui sont partie prenante dans les investissements directs étrangers dans notre pays. Si vous ne cernez pas l'ensemble de la question, vous n'aurez pas des Français, des Chinois ou des Espagnols en face de vous pour vous faire la guerre, mais des Sénégalais comme toi et moi qui feront la guerre simplement parce qu'ils sont partie prenante dans tous les intérêts étrangers, parce qu'ils ont négocié pour que des investissements directs étrangers puissent être faits dans notre pays. Celles et ceux qui ne prennent pas en considération le problème, qui ne cernent pas... Attendez, je termine. Celles et ceux qui ne cernent pas le problème, dans toutes ces dimensions, sont des aventuriers qui vont précipiter leur pays dans la guerre civile. Et les jeunes, ces jeunes-là aujourd'hui, de plus en plus, qui sont défiants, qui estiment que le pays... Voilà ce que j'ai à dire aux jeunes. Je dis aux jeunes, faites-vous former davantage. Inscrivez-vous. Faites une bonne école primaire, une bonne école secondaire. Inscrivez-vous à l'université. Poursuivez vos études. Informez-vous. Ratissez large. Lisez tout ce qui vous tombe entre les mains. Et vous aurez un autre regard sur le monde et sur votre pays. Jacques Abussi, il semble dire que beaucoup de Sénégalais qui critiquent ces relations entre le Sénégal et la France oublient que c'est des Sénégalais eux-mêmes qui sont peut-être les collaborateurs de la France. Non, cet argument est léger, je me permets de le dire, parce que ça ne correspond pas à la réalité. En ce sens qu'aujourd'hui, la plupart des hommes d'affaires sénégalais, je dis bien la grande majorité, l'écrasante majorité, se plaignent de ce qu'ils sont houspillés par le pouvoir libéral de M. Macky Sall, qu'ils n'en voient à rien du tout, que le feu follet qui avait été présenté comme le partenariat entre le public et le privé n'a strictement rien donné, que eux-mêmes, pour ce qui concerne les marchés de l'État, etc., sont vraiment à la traîne de tout le monde. Mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de patrons sénégalais qui sont aussi membres des conseils d'administration de sociétés françaises établies au Sénégal. Oui, plein de grands patrons. Ça, ceux qui dénoncent souvent la France en disant oui, ils sont là, ils sont aussi membres de ces sociétés. Ne soyons pas naïfs. Non, je vous pose la question, les constats ont été faits. Ne soyons pas naïfs. Bolloré, la SDE, entre autres. C'est des techniques utilisées par la France. Même ces fameux tirailleurs sénégalais-là dont on parle, la France a toujours utilisé, n'est-ce pas, des pions sénégalais, n'est-ce pas, pour avancer, que ce soit pour faire la guerre ou pour faire la guerre économique. Non, je constate que ces mêmes pions dont vous parlez, c'est ces mêmes pions qui dénoncent aujourd'hui la France en étant membre de conseil d'administration de la société française. Mais bien sûr. Il y a une question de cohérence. Eux-mêmes les dénoncent la France parce que ils se sentent à l'étroit. En étant avec la France en même temps. En étant avec la France, c'est vrai. Bon, mais ça, c'est des contradictions qui sont qu'on peut comprendre. Visibles. Oui, elles sont visibles, mais on peut comprendre. Ils sont dans un espace extrêmement étriqué où on ne leur fait pas de la place. Voilà, je crois que pour parler simplement, dans un langage intelligible aux Sénégalais, on peut voir sur le sol sénégalais que depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, on ne voit que les Français, il n'y en a que pour les Français. Ils sont partout.
Attendez, je voudrais quand même utiliser le même temps de parole que vous. Oui, bien sûr. Prenez toutes les grandes entreprises qui ont fait l'objet de vives polémiques cette fois-ci, et ces polémiques sont allées jusqu'au bas de l'échelle. Vous prenez Total, vous prenez Auchan, vous prenez Eiffage, and on and on and on. La liste ne finit pas. Je crois qu'il faut que cette doctrine-là, qu'on a appelée la France-Afrique et que l'on a commencé à faire revivre depuis Sarkozy et maintenant avec Macron, il faut qu'on s'en prenne à cette doctrine de façon extrêmement vigoureuse, sans concession. Parce qu'il y va de l'avenir du pays. Il y va de l'avenir de notre jeunesse. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que les jeunes doivent... comme disait Cheikh Anta Diop, s'armer de science jusqu'aux dents. C'est ce qu'on leur a toujours dit. Et nous-mêmes, quand nous étions à la tête du mouvement étudiant, avec d'autres camarades, on disait qu'il fallait être techniquement, scientifiquement compétent, mais en même temps être un ardent patriote. Ça ne nous a jamais quitté. Est-ce qu'aujourd'hui on peut reprocher à la France d'être présente dans nos pays, au moment où nos pays eux-mêmes, pratiquement, donne à la France l'ordre de sécurité. Prenons le cas du Mali aujourd'hui. Il a fait l'intervention de la France pour qu'il n'aille pas à Bamako, peut-être à Dakar. C'est vrai. Qu'on n'a pas de sous-traité. La sous-traitance de notre sécurité avec la France n'est pas une des causes de présence dans nos économies. Le cas du Mali est complexe parce que c'est précisément le laisser-aller opérationnel et politique. Mais un accident à Dakar, un incendie de grande ampleur à Dakar, il faut que les sapeurs-pompiers français sortent pour éteindre l'incendie. Eh ben, ça vous en dit long, n'est-ce pas, sur vraiment le laisser-aller opérationnel qui existe au Sénégal. À chaque fois qu'il y a des incendies majeurs, c'est les Français qu'on va appeler. Lorsqu'il y a des gros problèmes sur les routes, etc., pour évacuer des blessés, c'est toujours la France. Je crois qu'il faut qu'on se le dise. Les gens sont très déçus de Macky Sall, précisément parce qu'ils pensaient qu'il pouvait être guéri, plus ou moins, d'abord du complexe du colonisé, et ensuite de ce complexe qui fait que nous voulons nous donner entièrement à la France, n'est-ce pas, au détriment de nos peuples respectifs. Ça, c'est inacceptable et c'est ça qui fait que cette grande désillusion-là vis-à-vis de Macky Sall qui va le poursuivre jusqu'aux élections prochaines. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les rapports entre le Sénégal et la France, la façon que ce pays s'est installé au Sénégal? Parce que c'est la colonisation qui a avant tout ça. La chute de Jacques Habib-Sy est révélatrice d'une vue de l'esprit. Voilà. Elle est révélatrice d'une vue de l'esprit. Jacques Habib-Sy, que j'ai en face de moi, ne s'est jamais imprégné du discours officiel du président Macky Sall. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Parce que il considère que sa science est infuse, je considère simplement qu'il a un discours vieillot. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous laisse finir. Ce que vous venez de dire à propos du président Macky Sall n'est qu'une vue de l'esprit, une affirmation, un commentaire qui ne repose sur aucune analyse sérieuse. L'analyse sérieuse voudrait que vous vous imprégniez d'abord de son discours officiel. Je le répète. Mais on lit tous les jours le président. Je termine. Et on l'écoute. Je termine. Vous ne vous en imprégnez pas assez. Parce que si vous vous en imprégnez assez, vous vous rendrez compte que, permettez-moi de reciter l'économiste Nonga Demba Sylla, qui, à la planche de France-Afrique, dans le chapitre 7 du livre que j'ai cité il y a un instant, parle de monde Afrique. Et il considère, Nonga Demba Sylla, considère que le monde Afrique, c'est-à-dire la diversité du partenariat entre le Sénégal et le reste du monde, la diversité de notre partenariat, a fait que et nous libère de ce que l'on considère comme la France-Afrique, à laquelle le Sénégal ne peut pas être considéré partie prenante comme d'autres pays dont je ne citerai pas les noms, simplement parce que on m'accuserait, comme on a accusé le président Macky Sall, de ne pas être solidaire du reste de l'Afrique. Je ne citerai pas donc de pays, je n'évoquerai pas nommément de pays. Je dis simplement que aucun des personnes qui écrivent sur la France-Afrique ne considère que le Sénégal est partie prenante, voyez, jusqu'à la moelle, de la France-Afrique, comparé à d'autres pays dont je tairai les noms. Ça, il faut que ça soit clair. Ce qui est clair également, c'est que
le monde d'Afrique que préconise Ndongo Demba Sylla dans son article de contribution au livre collectif sur à qui profite le franc CFA, ce monde d'Afrique est très intéressant comme piste. Et c'est ces pistes qu'emprunte exactement le président Macky Sall et qui ressort très clairement dans le tome 1 de la série qu'il est en train de publier. Il faut que vous vous en imprégniez pour vous rendre compte de quoi? Que sur bien des aspects, il peut être un partenaire sérieux de Jacques Habib Sy. Mais pourquoi les Sénégalais ont l'impression, qu'avec le président Macky Sall, que la France est revenue en force dans l'économie sénégalaise? Pourquoi? La France est revenue, si vous estimez que la France est revenue... C'est une question, je pose une question. La France reste, pour le Sénégal, notre principal partenaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que les rapports faits en France ont montré au Sénégal que la France a perdu 15% de son chiffre d'affaires en Afrique. Je termine. Je dis que il ne fait aucun doute que notre principal partenaire depuis l'indépendance, depuis 70 ans, c'est la France. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi ne pas diversifier davantage? Je termine. C'est ce que je viens de dire. Mais cela est antérieur à l'avènement du président Macky Sall à la magistrature suprême. Il n'y a pas de doute là-dessus. Lui qui est né après les indépendances. Si Jacques Habib Sy considère que le président Macky Sall est décevant sur ce chapitre-là, c'est parce que simplement, il ne s'imprègne pas assez de son discours officiel et de sa véritable action en la matière. Pour une raison très simple, c'est qu'il invoque la coopération avec la Corée du Sud, avec la Chine, qu'il considère qu'il n'y a qu'une seule Chine. Donc, la diversification de notre, du partenariat dans cette fameuse monde d'Afrique, si je reprends, comment on appelle, Ndongo Demba Sylla, qui a forgé le concept de monde d'Afrique. Le président Ndongo Demba Sylla. C'est Ndongo Samba Sylla, il s'appelle. Samba Sylla. Autant pour moi. Je disais donc que si vous rebondissez par rapport au concept de monde d'Afrique soutenu par l'économiste, il ne fait aucun doute que le président Macky Sall est beaucoup plus arrimé à la monde d'Afrique qu'à la France-Afrique. Cela dit, et je le répète, qu'il en prenne compte ou pas, peu importe. De toutes les façons, il fera preuve d'irresponsabilité s'il n'en tenait pas compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'intérêt étranger dans notre pays sans partie prenante sénégalaise, d'hommes d'affaires sénégalais, qui sont allés négocier à l'étranger des investissements, qui ont mis parfois leur propre bille, leur propre énergie, et qui ont permis à des investisseurs étrangers directs de s'impliquer dans leur pays. Vous ne pouvez pas cerner la question si vous ne la cernez pas dans toutes ces dimensions. Le risque que vous nous faites courir, et que vous faites courir à la zone UEMOA et à l'Afrique en général, c'est qu'on vous déclare une guerre civile dont ceux qui seront au front ne seront pas des Français, des Chinois ou des Espagnols, mais des Sénégalais comme toi et moi, qui auront considéré que, oh non, parce qu'ils estiment qu'il est plus patriote que notre Sénégalais, veut simplement leur enlever le pain à la bouche. Donc, je répète, et je termine là-dessus pour dire ceci, ce n'est qu'une vue de l'esprit, un commentaire qui ne repose sur aucune enquête approfondie de la question, lorsqu'on dit de manière péremptoire que la France est implantée au Sénégal, comme il ne l'a jamais été, avec le président Macky Sall. On évolue sur la question parce qu'on ne peut pas la vider aujourd'hui. On est presque à la fin de... Oui, c'est pourquoi je souhaiterais qu'on aille sur le deuxième point de notre débat. Juste très rapidement. Juste une note de bas de page ici. Très rapidement. Vous voyez les jeunes là qui disent « France dégage » comme mot d'ordre. Mais ce sont des jeunes Sénégalais qui en veulent profondément à Macky Sall d'avoir mis le Sénégal dans un tourbillon dont lui-même ne mesure peut-être pas l'ampleur. Je pense que le Macky Sall que j'ai vu, que j'ai côtoyé, c'est un Macky Sall qui, comme tous les autres Africains, beaucoup d'autres, mais de façon plus ou moins nuancée suivant les cas, traîne le complexe du colonisé. C'est faux. Je crois qu'il faut absolument que nous nous en rendions compte et que dans une autre émission à la Samba Diop, on vienne avec les chiffres qui montrent, qui consacrent la profondeur, n'est-ce pas, de l'impact de la France sur l'économie sénégalaise, mais au-delà de l'économie, sur le système d'enseignement, sur tous les aspects de la vie au Sénégal. Voilà, c'est ça qui est scandaleux. On évolue sur ce point. On ne peut pas rester sur ce point-là. Oui, très rapidement, parce qu'on ne peut pas. Il y a d'autres points à aborder. Très rapidement. Parler de complexe de colonisé, c'est arrogant, c'est manquer d'humilité, c'est considérer qu'on est plus sénégalais qu'un autre, ce qui est tout à fait faux. Encore une fois, Jacques Habib Sy gagnerait à s'imprégner
du discours officiel du président Macky Sall et de son arrimage à la Monde Afrique, si je reprends l'économiste que j'ai cité précédemment, plutôt que la France-Afrique. Le deuxième point, c'est l'autre tourbillon aussi qui est là dans ce pays-là, c'est la sortie de l'IRSEC par rapport à la polémique qui a amené tout ça sur la question religieuse. Quelle lecture faites-vous de cette sortie, de ces demandes de pardon, de ce débat aujourd'hui autour de Maka, Baka, concernant les Juifs en tout? C'est assez compliqué. Nous devons tirer une leçon. Laquelle? C'est que les politiques purs et durs ne sont jamais les mieux placés pour s'aventurer dans l'exégèse religieuse. Chacun devrait vraiment marcher sur ses propres pâturages, ce qui ne veut pas dire qu'en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, etc., nous ne devons pas avoir une lecture approfondie de la question religieuse. Mais je crois qu'en l'occurrence, M. Idriss Seck a demandé pardon de façon très humble au peuple sénégalais, à l'ensemble de la Oumma, et il a demandé pardon plus particulièrement au khalife général des Tidjanes, au khalife général des Mourides, ainsi qu'à tous les chefs religieux du Sénégal, ainsi qu'à tous les Sénégalais d'ailleurs, en s'appuyant sur ce mois de Ramadan. D'ailleurs, c'est à partir de la Mecque, me semble-t-il, qu'il a lancé cet appel. Donc, je crois qu'il faut vraiment maintenant relativiser tout cela, maintenant qu'il a reconnu. D'ailleurs, c'est un des préceptes du Coran, je ne saurais vous citer la sourate, mais qui dit que lorsque on reconnaît une faute, selon les termes prescrits par le Coran, c'est une faute pardonnée. Abdoulaye Diop, cette question, cette polémique, est-ce qu'on doit dire que les politiciens doivent éviter de mélanger politique et religion dans le pays? Comme vient de le dire Jacques, quand quelqu'un demande pardon, il faut pardonner. Je ne crois pas qu'on puisse continuer à charger quelqu'un qui demande pardon, qui reconnaît avoir dit quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, qui considère s'être fourvoyé. Il demande pardon. Est-ce que derrière cette insistance de dire on ne pardonne pas, c'est de la politique qui est derrière? Il est pardonné. De la manipulation? Il demande pardon, il est pardonné. Qu'il ait utilisé cela à des fins politiques, c'est son problème. Les Sénégalais ne sont pas dupes et ils feront leur choix en connaissance de cause parce que dès lors qu'il s'agit d'exercer leur souveraineté, les Sénégalais sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense. Cela dit, on ne peut pas non plus ne pas en parler en profondeur comme il le disait il y a un instant Jacques Habib Sy. Jacques Habib Sy dit que ça n'empêche pas de réfléchir, y compris sur la religion. Idriss Seck a cité Cheikh Ahmed Tidiane Sy avant de demander pardon en disant qu'il demandait de faire attention au petit cerveau. D'abord, utiliser cette expression petit cerveau, estimer qu'il y a des Sénégalais qui seraient des petits cerveaux et qui ne comprendraient rien à ce qui se dit, c'est assez arrogant, c'est assez déplacé. Mais puisqu'il a demandé pardon, pardonnons. Mais je cite moi-même Cheikh Ahmed Tidiane Sy, qui lui prend comme référence Dieu, Rabbul Harshil Azim, en disant ceci. Et c'est Dieu qui dit cela au prophète. Écarter du débat public ce qu'on appelle les Aladul Hissam. Les Aladul Hissam, ce sont ceux, les grandes gueules, qui n'ont pas d'argument pour tenir un débat public, mais qui essaiment les médias, qui essaiment la presse, tous médias confondus. Il faut les écarter du débat public. Oui, mais ce n'est pas respectueux parlant d'un ancien Premier ministre d'utiliser des termes comme ça. C'est des termes assez forts quand même, auxquels je ne voudrais pas m'associer du tout. Je termine. Vous avez utilisé un terme beaucoup plus arrogant, beaucoup plus fort, en faisant preuve d'irresponsabilité et de manque d'humilité en disant que le président Macky Sall a le complexe du colonisé, alors que vous, Jacques Habib Sy, vous n'avez pas le complexe du colonisé. Sur quoi vous fondez-vous pour estimer que vous, Jacques Habib Sy, vous n'avez pas le complexe du colonisé et qu'Abdoulaye Diop aurait le complexe du colonisé? Faites preuve d'un peu plus d'humilité. Je termine. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Cheikh Ahmed Tidiane Sy dit, et c'est Dieu qui intime le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, d'écarter du débat public les grandes gueules qui ne peuvent pas soutenir un débat public et qu'on appelle les Aladul Qissam. Il faut également écarter du débat public celles et ceux qui font partie des Fil Khissamul Khair Moubin, c'est-à-dire celles et ceux qui ont des arguments pour soutenir un débat public, mais sont incapables de parler de manière correcte, qui utilisent des propos désobligeants, qui invectivent assez facilement. C'est notamment le cas de celui que j'ai en face. Mais au-delà de cette question-là, est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas faire très attention avec ce qui se déroule dans la sous-région, l'instabilité qu'il y a là-bas, la question religieuse, la question djihadiste, et qu'on soit dans des débats au Sénégal, non pas d'aller dans un sens d'apaisement,
de savoir, de gérer ces questions qui sont des questions extrêmement sensibles, et se mettre sur la place publique à s'extirper et donner peut-être une ouverture ou bien une fracture qui permettra à d'autres de venir s'y insérer. Mais oui, vous avez parfaitement raison de vous inquiéter. Je l'ai dit il y a quelques jours dans une émission. On a une sorte d'irresponsabilité quelque part des hommes politiques dans ce pays-là sur le débat. En disant que des débats comme ça qui semblent qui se mènent au Sénégal sur des questions finalement qui d'ailleurs, Adamadien, le sous-secrétaire d'État aux Nations Unies, chargé de la question de génocide, a fait un brillant plaidoyer pour demander aux Sénégalais de se ressaisir. Mon ami Adama a eu parfaitement raison de faire un tel plaidoyer parce que il y a des implications sécuritaires extrêmement sérieuses vis-à-vis de cela. On n'est pas sans ignorer aussi que nous ne sommes pas, loin s'en faut, à l'abri des tensions sécuritaires qui caractérisent l'évolution de la situation dans la région. Nous savons qu'il y a eu des tentatives ouvertes qui ont été avortées, évidemment, parce qu'on a une excellente police jusqu'ici. Une police qui, il faut le dire, est épaulée par la France, qui est épaulée dans tous ses compartiments, hein. Ainsi que l'armée d'ailleurs. Justement, pourquoi sur ces questions essentielles, les Sénégalais n'ont pas un consensus fort sur ces questions d'intérêt national? Mais effectivement, mais c'est simplement parce que on leur cache. Ils ont un président qui est allé la semaine, quelques jours après avoir été élu, il est allé en France, n'est-ce pas, pour signer des accords militaires de coopération, dit-on. Mais pourquoi ne publie-t-il pas ces accords-là? Pourquoi les tenir secrets? Il faut les publier, qu'on sache ce qu'il a signé, effectivement. Et je crois que là-dessus, il a totalement tort de procéder par omission, comme il l'a fait d'ailleurs dans d'autres domaines, que ce soit pour le pétrole ou dans d'autres domaines, les hydrocarbures, etc. Le président Macky Sall n'est pas connu comme étant quelqu'un qui partage l'information stratégique, l'information, la prise de décision et la base à partir de laquelle il procède. C'est pour ça que je crois que jusqu'ici, les gens ne lui font pas confiance. L'un des autres facteurs pour lesquels on ne lui fait pas confiance, ce qui est vraiment triste pour un chef d'État, c'est qu'il s'est dédié à plusieurs reprises. Or, la parole d'un président de la République doit être une parole sacrée, surtout dans cette culture africaine, négro-africaine, dans laquelle nous attachons beaucoup d'importance, beaucoup de prix à la parole donnée. Le dernier exemple en date, c'était le référendum, qui a amené tout un chapelet maintenant de problèmes. Le référendum auquel il a dû recourir pour se dédire, c'est-à-dire ramener son septennat de 7 à 5 ans. Au lieu de cela, il a continué pour 7 ans en se réfugiant derrière un conseil constitutionnel qui est de toute façon à sa dévotion. Hein, ça, on peut le dire ainsi. Maintenant, un autre problème, c'est le problème justement du parrainage. Alors, au lieu de présenter le parrainage lorsqu'il faisait son référendum, non, il a attendu jusque tout récemment pour, par surprise, prendre tout le monde de court et décider tout seul, n'est-ce pas, qu'on irait vers le parrainage civil des candidats à l'élection présidentielle. Ouais, c'est des coups tordus qui ne correspondent pas à l'éthique qu'on doit se faire de la politique. Rapidement. Je citais en début d'émission Ernesto, le grand romancier argentais aujourd'hui disparu, Ernesto Sabato, qui parlait de l'histoire est faite d'affirmations fallacieuses, de sophismes et d'oubli. Mais Jacques Habib Sy m'étonne, il oublie qu'il a été le délégué général à l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Il n'y a pas une meilleure manière pour le président Macky Sall de partager les questions stratégiques avec un membre de la société civile comme vous, après vous avoir nommé quand même délégué général à l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Donc vous racontez des histoires. Est-ce que vous voulez que je vous dise le fond de l'histoire? Non, je termine, laissez-moi terminer. Vous avez parlé. Laissez-moi. Je vous répondrai. Laissez-moi utiliser. Oui, il faut qu'on évolue. Laissez-moi utiliser le même temps de parole. Oui, non, mais sur la francophonie. Oui. Laissez-moi parler. Laissez-moi utiliser le même temps de parole. Vous dites n'importe quoi quand vous dites que le président Macky Sall ne partage pas l'information stratégique dès lors que vous avez été nommé délégué général à l'organisation du 15e sommet de la francophonie. 56 chefs d'État ont été présents à l'organisation le jour de l'ouverture du 15e sommet de la francophonie à Dakar.
qu'est-ce que vous appelez à partir de cet instant information stratégique pour avoir été, vous, au cœur de l'organisation de ce 15e sommet-là? Ça veut dire que l'histoire, encore une fois, est faite d'oubli, de sophisme et d'affirmations fallacieuses. L'affirmation que vous venez de faire est une affirmation fallacieuse parce que vous n'oubliez pas l'histoire ancienne, vous oubliez même l'histoire immédiate. Voilà en quoi vous n'êtes pas humble et que vous manquez de responsabilité. Très rapidement. Bon, écoutez, je crois qu'il faut qu'on ramène le débat. Mais je voudrais qu'on aborde la question oui, du pétrole. non, attendez, Alassane, donnez-moi l'opportunité de répondre. C'est un point important. S'il vous plaît, rapidement. Il a plusieurs fois utilisé le vocable d'irresponsabilité en parlant de moi, etc. Je crois que, bon, allons-y au fond des questions. Il faut ramener les choses allons-y au fond des questions. À un niveau de civilité auquel on voudrait habituer les Sénégalais. Au niveau de civilité partagée. Au niveau de civilité partagée. Les Sénégalais attendent de vous un débat beaucoup plus profond que ça. Il est très profond le débat. Il est très profond. Allez-y, monsieur. Voilà. Alors, il m'a interpellé sur la francophonie. Cela me donne l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et pour dire que le président Macky Sall est allé me chercher des États-Unis, où j'étais installé depuis quelques années. Son argument, c'était qu'il avait besoin de moi pour deux raisons. La première, c'est que nous sortions d'une période où nous étions un pays à scandale pour ce qui concernait les sommets et qu'il savait qu'il pouvait compter sur moi. Deuxièmement, il voulait, disait-il, imprimer un tournant décisif dans les relations entre la France et les pays africains autour, n'est-ce pas, du sommet de la francophonie pour voir si cela pouvait se faire à partir du sommet de Dakar, qui devait être un sommet historique. J'en ai discuté avec des amis proches, avec ma famille. Et finalement, la décision était que la France était certainement le dossier le plus central dans la vie des Sénégalais depuis 4 siècles. Et que ce serait une très bonne chose de pouvoir contribuer à ce qu'il y ait un tournant décisif. Mais au lieu de cela, quand je suis venu dans le dispositif, mais Macky Sall a mis comme une meute, et là c'est le terme que j'utilise, de gens qui se comportaient de façon indigne. Je ne veux pas rentrer dans les détails d'ailleurs. Ils se sont comportés de façon indigne ici même à Dakar, durant les périodes de mission à l'étranger et ailleurs. Donc, ce que je dis au président Macky Sall, c'est que s'il savait qu'il n'allait pas faire un tournant décisif, procéder à un tournant décisif, il n'avait pas à m'amener ici. Mais au moins, il peut me remercier, n'est-ce pas, d'avoir mené au pas de charge, avec tous les corps de l'État, c'est vrai, au pas de charge, je dis bien, ce sommet, et ensuite d'avoir construit un centre international de conférence qui a été pour l'instant vraiment dévoyé de ce qu'on attendait dans tel sens. Je voudrais qu'on parle du pétrole alors, et du gaz. Alassane, je voudrais simplement dire ceci. Oui, mais sur la francophonie, je voudrais simplement dire ceci en terminant. Ça a été une très grande opportunité pour moi, pour voir le fond de ce que représente la francophonie. Nous le savions déjà, mais en étant là, en étant un témoin direct des pratiques, n'est-ce pas, du président Macky Sall, des pratiques d'un certain nombre de gens qui sont dans son entourage, je me suis rendu compte que le phénomène de l'aliénation culturelle était profondément ancré, n'est-ce pas, dans la tête d'un certain nombre de gens. Et c'est ce qui explique justement ce hiatus entre des personnes comme ça. Mais vous m'empêchez d'aborder le point sur le pétrole. On a encore 3 minutes. Très rapidement, je voudrais qu'on aborde ce point bien précis. Le contrat a été passé à l'Assemblée nationale pour le partage de ressources pétrolières entre le Sénégal et la Mauritanie. Certains membres de l'opposition estiment que ce n'est pas un partage équitable entre les deux pays. Quelle analyse en faites-vous, Aziz Diop? Je signale simplement, avant de répondre à votre question, que Jacques Habib Sy vient de faire l'aveu, voyez, qu'il a été responsabilisé au plus haut niveau et que l'information stratégique a été partagée et que le procès qu'il fait au président Macky Sall est un procès d'intention. Cela dit. Mais il n'a rien partagé du tout. Je termine. C'est inexact. Je termine. Maintenant, celles et ceux qui ont travaillé aux côtés du délégué général
à l'organisation du 15e sommet de la francophonie répondront à Jacques Habib Sy. Je n'en faisais pas partie. Maintenant, s'agissant du pétrole, 50% pour le Sénégal, 50% pour la Mauritanie. Accord le 9 février 2018, lequel accord est aujourd'hui entériné, paraphé par l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que le gisement est à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal, deux pays voisins qui n'iront pas en guerre pour des ressources naturelles. Sur cette question du pétrole ? Sur cette question du pétrole, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu un conflit d'intérêts fondamental, ouvert, qu'on a vu entre le fait que le président de la République... Aucun conflit d'intérêts. Mais laissez-le terminer. Entre le fait que le président de la République ait laissé son frère ça, c'est du passé. S'impliquer dans... et le partage de ressources entre la Mauritanie et le Sénégal. Certains estiment que ce n'est pas équitable. Vous êtes d'accord qu'on donc, 50-50, on lui 50-50? demande de publier, vraiment, et de publier tous les contrats, pas de façon parcimonieuse. Au lancement. Deuxièmement, pour ce qui concerne le partage avec la Mauritanie, j'ai bien peur que la façon dont nous avons été spoliés de nos intérêts vitaux, lorsque, à l'indépendance, le président Senghor avait donné toute la rive droite, n'est-ce pas, à la partie mauritanienne. Je fais partie de cette frange-là, justement. Moi, je vis entre le Sénégal et la Mauritanie, comme nous tous, d'ailleurs. Et pour cette fois-ci, ce qui est demandé, c'est qu'on demande sur quelle base le président de la République engage-t-il le Sénégal dans une dynamique de 50-50, alors que nous n'avons Vous demandez la publication du rapport. On demande la publication du rapport. On demande les footprints qui ont été faits, des gisements de pétrole qui existent, de sorte qu'on puisse savoir véritablement si c'est un partage équitable. Au lancement du tome 1 de sa série, le président Macky Sall a dit que tous les contrats pétroliers et gaziers seront rendus publics. On attend de voir. Voilà. Le temps que nous sommes partis est terminé. Merci Abdelaziz Diop, analyste politique, conseiller spécial à la présidence de la République, chargé des organisations de la société civile. Merci Jacques Habib Sy, analyste politique, membre de la société civile. Au micro, Alassane Sambo Diop, à la technique Abdoulaye Diop. Excellent dimanche à tous.